Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. 1984, George Orwell, un livre décrivant, vous le savez tous, un univers totalitaire où chacun est épié, surveillé, contrôlé par Big Brother et son administration omniprésente. 1984, un roman d'anticipation pour les uns, un roman de science-fiction affirme les autres. 1984, en tout cas, un cauchemar que l'on ne souhaiterait pas même à son pire ennemi. En même temps, comme pourrait le dire Jupiter, on s'y engouffre à vitesse grand V dans cet univers où bientôt aller chercher le pain sans que l'ensemble de la blousosphère n'en suive les moindres détails en direct relèvera de l'exploit et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi aussi, Boris Georgelin, je peux citer les paroles de chansons célèbres. Selfie posté illico, GPS, réseaux sociaux, système de surveillance satellitaire, tout est là pour nous fliquer à l'insu de notre plein gré et en plus on aime ça. Il paraît que ça fait moderne ainsi d'exposer sa vie. En même temps, ça fait vivre l'industrie, ça crée de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de plus là-dessus? Allez, dernier exemple de ce flicage en règle à l'échelle planétaire. Après avoir vendu en 2010 aux Libyens de Kadhafi un système d'interception de communication en ligne permettant, je cite le petit pitch de l'entreprise, la surveillance à l'échelle d'un pays de toute la population. Certains opposants au délicieux colonel ont pu en vérifier toute la pertinence. Après avoir refourgué le même système à l'Égypte du si démocratique président et maréchal Abdel Fattah el-Sisi, avec tous les bienfaits pour l'expression de l'opposition égyptienne que l'on peut imaginer, la société française Amesis vient, nous apprend le site Reflect Info, de vendre à Mohamed VI un ensemble de technologies d'interception de communication. Un système bénéficiant, entre autres, d'une fonctionnalité permettant, je cite toujours la pub d'Amesis, de suivre l'activité d'une cible en temps réel. C'est pas beau le progrès. Pour un pays, le Maroc, régulièrement épinglé par les organisations de défense des droits de l'homme, voilà en tout cas une acquisition qui ne va pas améliorer son classement au palmarès annuel d'Amnesty International. En même temps, pourquoi se gêner? En effet, les autorités françaises laissent faire, alors que la réglementation sur la vente de technologies de surveillance avait été, paraît-il, renforcée après justement le premier marché passé il y a 6 ans avec la Libye. Et ça n'est pas l'instruction judiciaire lancée il y a 5 ans sur le bien fondé de ce dit contrat libyen, ni la plainte demandée par la Ligue des droits de l'homme auprès du parquet de Paris cet été, qui semble vouloir refroidir les ardeurs commerciales d'Amesis. On appelle ça le capitalisme triomphant. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par Jérôme, un caramel mou, que nous dédions illico à tous les rescapés de la soirée Beaujolais d'hier. Allez, ce soir, il sera question de bande dessinée avec notre bon Boris Georgelin. Et puis, nous parlerons ici de la chanteuse Chavela Vargas avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Et puis, nous évoquerons avec Karine Chaper, notre invitée de ce soir, l'édition 2018 de Supernova, festival consacré à la jeune création théâtrale et qui se poursuit
poursuit jusqu'au 25 novembre prochain. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Installé à Paris après une jeunesse plutôt alpine, Manuel de Donder, déjà entendu dans l'indie pop de Modern Folks ou le krautrock de Squatter Circle, Manuel de Donder revient sur le devant de la scène avec Manolo Redondo, formation évoluant entre folk et rock, électricité acoustique, anglais et français, construction audacieuse et composition plutôt raffinée, mélancolie plutôt dépouillée. On pense illico à Gérard Manset, à Loïc Cold, également à The National ou à Chris Isaak. On retrouve tout de suite donc Redondo, Stain Remain, extrait de cet album Helmet sorti la semaine dernière. C'est caramel mou et c'est à mieux, et je suis toujours aussi nul en anglais. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Boris Georgelin, bonsoir. Écoutez, je suis encore pas tout à fait habitué, eu égard à des avanies et certaines vicissitudes que la radio a subies à son corps défendant. Et donc, je ne connaissais pas ces locaux, je suis un peu décontenancé, il y a beaucoup de lumière. Et il y a beaucoup de testostérone et il y a de la charcuterie, donc j'ai quand même retrouvé des repères. Oui, ça oui. Par contre, il y a un peu moins d'espace, c'est ça que vous voulez dire? Non, je suis un peu confiné, et bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas comme si j'étais... Bref, non, mais je trouve que sans se concerter, on a été très bon, là encore, et je vais l'illustrer avec la première BD dont je vais vous parler, qui s'appelle The Private Eye, de Brian K. Vaughan, Marcos Martin et Munza Vicente, chez Urban Strips, ce qui est une belle bande dessinée dans le style comics en format à l'italienne, c'est-à-dire tout allongé. Et ça va totalement dans le sens de votre éditorial, à savoir, on se situe dans un univers 60 ans après notre ère, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Internet a totalement disparu. Waouh! Oui, c'est une bonne nouvelle finalement. Disparu, oui, pour des raisons justement de vie privée. Donc on est vraiment, je vous l'ai dit, totalement raccord. Donc on a un jeune héros qui est un métis, qui est Private Investigator, Private Eye, il est détective privé pour le compte de gens très riches. Alors c'est une société où s'il n'y a plus d'identité numérique, il n'y a plus Internet, il y a en revanche une identité physique, et celle-ci elle est masquée, c'est-à-dire tout le monde se déguise, a un déguisement plus ou moins cher en fonction de sa classe sociale et qui dissimule ses traits et sa voix. Et les activités sont... il n'y a pas de police. Ce qui fait office de police, c'est les journalistes. C'est la presse qui fait la police. Voilà. Et donc, on débute... ça ressemble à les pulps de Hard Boiled avec le détective un peu classique à la Chandler. D'ailleurs, il y a pas mal de références. Chapeau mousse sur la tête? Oui, il a un déguisement particulier, mais voilà, ça rappelle un peu tout ça, ou le Faucon Maltais. Il y a beaucoup de violence parce qu'il se passe qu'il y a un complot, évidemment. Il y a un complot particulier et qui ne vise que rien d'autre, mais je déflore un petit peu, qu'à remettre en place Internet. Internet, évidemment. Mais Internet, c'est fini. Alors, vous voyez, par exemple, donc, le grand-père du héros, qui était un jeune de notre génération, il se balade toujours 70 ans plus tard avec un iPhone. Et il dit, voilà, mon pote, j'ai aucune barre. T'as des barres, toi? Il dit, papy, ça fait 60 ans que ton jouet ne fonctionne plus. Quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'ils vous ont filé quand vous piluliez comme pilule, pardon, quand vous étiez gosse? Parce que donc la réputation des vieux, c'est qu'ils étaient tellement drogués à Internet et à leur doudou numérique qu'ils sont devenus complètement liquéfiés 70 ans plus tard. Écoute, il y a longtemps, les gens rangeaient tous leurs secrets, même les plus sombres, dans quelque chose qui s'appelait le cloud. Tu te souviens? Eh bien, un jour, ce nuage a explosé. Putain, mais de quoi tu parles?
Et c'est toi qui as vécu ça en direct. Écoute, personne ne sait si c'était une déclaration de guerre ou un acte divin, mais pendant 40 jours et 40 nuits, tout s'est déversé sur le pays au vu de tout le monde. Tous les messages que vous pensiez en sécurité, toutes les photos que vous pensiez avoir effacées, toutes les humiliantes petites recherches que vous aviez dû faire, tout était là, disponible pour qu'on s'en serve contre vous. Vous avez tous été exposés, des gens ont perdu leur travail, des familles ont été déchirées, etc., etc. Ça te rappelle vraiment rien ? J'avais rien à cacher, moi. J'ai partagé autant que j'ai pu parce que ma vie est un foutu livre ouvert. Ma génération, elle était fière de ce qu'elle était. On n'avait rien à cacher, ouais. C'est ce qu'ils ont tous dit. Donc voilà, sans être un pensum moral en disant ouais voilà l'ère numérique, on est tous espionnés, machin et tout, c'est assez fin puisque effectivement ce qui a remplacé Internet, c'est une forme de télévision qui a chez tout le monde, qui est censé ne pas pouvoir les observer, mais vous le faisiez référence en 1984. Voilà, en fait, on va s'apercevoir que c'est pas forcément le cas. Donc j'en dis pas plus. Graphiquement, c'est un régal. C'est très beau, c'est très coloré, c'est très fluide. Il y a beaucoup d'action et c'est pas con du tout. C'est un scénario qui m'a surpris parce que bon, il se trouve qu'en BD la créativité est encore de mise. Hein. C'est pas Joséphine Ange Gardien, ce genre de merde qu'on voit à la télévision française. Nonobstant, parfois ils sont un peu dans des impasses ou des récurrences de scénaristiques ou des plagiats des uns des autres. On se renifle un petit peu le fondement et on se dit regarde ce que j'ai fait, c'est magnifique. Là, pour le coup, c'est vraiment beau et intéressant. Et peut-être je vais vous laisser le loisir de prononcer le titre en anglais. Oh oui, je vois que vous avez remarqué que j'ai fait d'énormes progrès. The Private Eyes, Brian Vaughan. Private Eye. Ah ouais. Ouais. Marcos Martin et Munsa Vicente. Bien. Bien, hein. Dites-moi, Jo Kangourou. Oui. Et si l'amour c'était d'aimer? Ah ben oui, c'est une jolie définition. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de Zai 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 de Fab Caro il y a quelques temps, qui était quand même assez exceptionnel. Ouais. Vous l'avez acheté, non? Non, mais je vous l'ai volé. C'est vrai? Et ouais. C'est vous qui l'avez? Ah ouais, c'est moi qui l'ai. Ah, bon. Vous n'êtes pas venu pour des prunes. Donc Zai Zai Zai, assez hilarant comme BD. C'est dans le même style. Donc Fab Caro, c'était un maître de l'absurde. Il dessine une bande dessinée sur l'amour qui ressemble au roman photo de votre jeunesse. Oui, j'étais un accro au roman photo de nous deux. Et ben là, vous allez redevenir accro parce que c'est absolument génial. Voilà, c'est tout. En fait, il se passe quelque chose d'un petit peu troublant, c'est-à-dire que dans la vie d'un couple, qui ronronne et qui est assez organisé, il y a un certain Michel qui va venir mettre son grain de sable parce que c'est les livreurs de Macédoine. Parce que là, le fast-food qu'on se livre, c'est de la Macédoine. Et elle va être absolument troublée et elle va essayer elle va avoir une aventure. Avec le livreur de Macédoine. Avec le livreur de Macédoine. Ah ouais. Et voilà. Qui est dans un groupe. En plus. Un groupe de danse de jeunes. Vous le vendez bien, cette BD, vous la vendez bien. Non, je raconte mal. Ouais, La Macédoine, c'est quoi? C'est de légumes ou de fruits? Macédoine de légumes. Non, pardon, c'était pas forcément très clair. Alors, donc, il y a un aspect très figé, comme un roman photo, et il y a des bulles les phylactères qui sont carrés et qui sont tapés à la machine. Chérie, je suis rentré. Ça va, mon chéri? Tu as passé une bonne journée? Éreintante, mais ça va. À un moment, la cafette, Richard a confondu le sel et le poivre et du coup, il a mis du poivre dans sa paella. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. À ce propos, j'ai une faim de loup. Tu as prévu quelque chose? J'ai commandé de la Macédoine. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ma chérie, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le concept de couple et de vie à deux. Pendant ce temps, donc, il y a le futur coup de foudre qui est avec ses collègues et qui sont en train de répéter. Ils ont des blousons, ils sont habillés à la manière des années 80. Cette société pleine de fric, ces riches qui gagnent des millions pendant que les enfants d'Afrique vont dans les mines de charbon. Charbon, wow, do, sol, fa, caisse claire, grosse caisse, pardon. Super répète, les gars, c'était génial. Elles sont démentes, les paroles, mec. Merci. Je sais qu'on va déranger, mais tant pis, c'est notre rôle après tout. Un artiste qui ne dénonce pas les injustices, est-il encore un artiste? Oui, c'est vrai, remarque. Voilà. Ah oui, là d'un coup, le niveau a monté, au moins de 2 crans. Mais au fait, tu vas être en retard à ton boulot, toi? Rien à foutre. Mais ouais, fuck le système, man. Oui, je ferai des heures en plus dimanche après-midi, ça compensera. Ding dong, ça doit être le livreur. Ah, pas trop tôt. Speed Macédoine, bonsoir. Tout à coup, Sandrine sentit tous ses sens s'enflammer tel un incendie se propageant dans la forêt de son corps. Le regard de cet homme, noir comme une nuit sans lune, la magnétisait tel un aimant dont elle ne pouvait se détacher. Vous avez la carte de fidélité? La fidélité, est-ce si important au fond? Bah quand même, au bout de 10 Macédoines, vous en avez une gratuite. Quand il fut parti, elle ressentit comme un grand vide. Et durant toute la soirée, elle fut complètement ailleurs, comme absente à elle-même. Trop bon cette Macédoine, je me suis explosé le bide comme un enculé. Ça, c'est son mari qui dit ça. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour.
Cette nuit-là, son sommeil fut houleux et sans cesse agité de rêves d'un érotisme torride. Donc il y a une machine à laver, un canard et un saucisson qui porte un chapeau. Tiens, Henri, sans te commander, tu me fais passer la paella, s'il te plaît? Formidable. Je me demande si on pourrait pas l'adapter en feuilleton. Bah, ça sent, voilà, c'est Ça un peu pourrait. la telenovela. C'était Amour, gloire et des bad idées. Vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années à la télé, c'est exactement cela. Et tout ça dans un noir et blanc un peu bleuté qui n'est pas sans évoquer certaines illustrations du groupe Bazooka. Vous trouvez pas? Sans doute. Là, je Sûrement. flotte un peu, je dis dit-il d'un air entendu. Tout Oui, à bien fait. sûr, le groupe Bazooka. Donc, entre l'aventure de Private Eye et le Fab Caro, qui s'appelle Et si l'amour c'était d'aimer, chez Six Pieds Sous Terre, on va redevenir sérieux 5 minutes avec Petite Maman de Halim chez Dargaud. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez bouleversant. Donc si vous n'êtes pas super en canne, ne le lisez pas. Attendez d'être bien en forme. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire... la narration est très intéressante et on sent que soit il y a un travail de recherche, soit il y a un vécu personnel lié à cela. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une fille mère, qui va garder son enfant et qui va finalement lui vouloir beaucoup donc à sa fille de venir dans sa vie. Le géniteur disparaît assez vite, malheureusement assez classique comme situation. Et en fait, c'est une histoire sur la maltraitance. Alors là, pareil, j'ai pas envie de vous faire des effets de manche, quoi que ce soit pour le vendre. C'est pas un pensum, au contraire, c'est quelque chose d'absolument bouleversant qui montre, s'il en était encore besoin, que la bande dessinée est au niveau de tous les autres arts pour vous émouvoir, pour vous transporter, pour vous faire réfléchir. Je mets au défi quiconque de finir ce livre sans avoir comme ça, la petite boule et les yeux qui brillent fortement. Ça sent le vécu, c'est une histoire d'amour mal placé, une histoire de maltraitance, une histoire comment dirais-je, d'institutions qui essayent de prendre le relais. Vous savez peut-être ce que c'est, Joe Kangourou, et qui malheureusement n'ont pas forcément tous les moyens, ni ne peuvent analyser totalement tous les signaux. Il y a beaucoup de dissimulation, évidemment. Il y a des mises en perspective qui sont très intéressantes. Donc la petite, l'héroïne s'appelle Brenda et on la voit aller ensuite chez le psy. On comprend qu'en fait c'est Brenda adulte qui va chez le psy, mais elle est représentée comme une petite fille et qui se remémore un peu tout cela. Les procédés sont très intéressants de mise en perspective et de mise en scène. Le trait est dynamique comme il faut et toujours en noir et blanc. Il n'y a pas de pathos, hein. C'est pas le truc, oh mon Dieu, c'est pas un tire-larme misérabiliste. C'est une situation qui existe et j'ai l'impression, à quelques heures où on avait supprimé le pécule des jeunes, enfin vous le savez mieux que moi, qui a été rétabli au terme d'un amendement où beaucoup de choses, il y a des coups de boutoir qui se font contre le petit filet de sécurité du système qui reste encore, qui vivote. Oui, souvenons-nous cet été les 5 € sur les APL qui permettent quand même un certain nombre d'étudiants de pouvoir se loger, et d'étudiants et d'autres d'ailleurs, de pouvoir se loger dans des conditions presque correctes. Donc je pense que ça fait un peu viral. Ça s'inscrit dans ce mouvement de fond. Évidemment, les choses c'est pas un chaos organisé, c'est les choses se font au moment où elles se font et il y a une synchronicité jungienne finalement. Mais ça tombe bien que ça tombe maintenant. Petite Maman de Halim chez Dargaud. Wow, Halim, qui entre parenthèses est un Toulousain. Qui dessinait pour le journal Intramuros il y a une petite quinzaine d'années, qui était parti à cette époque-là au Canada et apparemment il est revenu en France. Là vous m'apprenez, là je suis bouche bée. Ah ouais, c'est Joe Kangourou. Oui, il est assez proche, il me semble, de la rumeur et consort, mais j'en sais pas plus parce que j'ai pas voulu me polluer avec ce que je fais normalement, c'est-à-dire une recherche antérieure pour dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Je l'ai lu. On avait pu trouver ces dessins dans Intramuros il y a une petite dizaine d'années, Et qui avait du flair parce que c'est très très bien. En tout cas, très bon découpage, très bon sens de la mise en scène et puis le sujet est très fort. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est une grande puissance. Après, je vous ai dit, il faut être en canne, quoi. C'est pas un dimanche soir, pas un lundi matin au boulot entre deux trucs, non. Voilà, Petite Maman, Halim chez Dargaud. Voilà. Merci Boris. Merci, bonsoir. Bonsoir.
On vient d'écouter Isabelle Cirla, Joël Trollonge, extrait de l'album sorti il y a déjà 3-4 ans sur ce poisson mythique du fond des abysses, le Sélacanthe. Ils reviennent, c'est le retour du Sélacanthe, ça se passe demain au Mazade avec une exposition sur ce poisson mythique qui sera inaugurée au Théâtre des Mazades. Et puis à partir de 20h30, on écoutera la nouvelle musique et les nouvelles compositions de ce duo qui était passé ici il y a une petite quinzaine de jours. Ils nous avaient même joué un morceau en direct dans ce petit studio, la contrebasse d'un côté et la clarinette calée dans le coin en face. Ça avait été assez rigolo de les voir jouer tous les deux ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Demain au Mazade, il y en aura un peu plus, 20h30 dans le duo Isabelle Cirla, Joël Trollonge pour le retour du Sélacanthe, donc au Mazade, et concert chaudement recommandé par la maison. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Karine Chappert, bonsoir. Bonsoir, Joe Kangourou. Voilà, donc on est là avec vous ce soir pour parler de l'édition 2017 du festival Supernova, organisé à l'initiative du Théâtre Sorano. Je dis à l'initiative parce que ça n'est pas qu'au Théâtre Sorano, ce festival. Il se déplace dans plusieurs endroits en ville. Par contre, c'est bien l'équipe du théâtre qui en est les initiateurs. Oui, c'est la deuxième édition. Et effectivement, c'est un festival qui est porté par le Sorano, mais qui essaime dans différents lieux, le TNT, la place de la danse, le théâtre Garonne, la Digue, voilà, plein alors, de ça, partenaires. C'est vraiment une information. La Digue refait des spectacles. Oui, alors je m'avancerai pas trop, mais là, à titre exceptionnel, effectivement, on va présenter la maquette d'Alima Hamel, qui travaille sur une création avec Aurélien Bory, la compagnie 111, qui est une compagnie en résidence au Théâtre de la Digue. D'accord. Donc on pourrait revoir un peu de théâtre et de spectacle vivant à la Digue, qui avait été un peu abîmé par l'explosion d'une certaine usine aux alentours de 2001 du côté d'AZF. Elle s'en était pas remise. Là, apparemment, il y a des choses qui repartent. En tout cas, le 24 et le 25 novembre, voilà, il y aura une présentation de cette maquette pour un petit nombre de personnes. Voilà. Donc, Supernova, c'est quoi exactement la ligne éditoriale de ce Supernova, festival ? Supernova, c'est un festival qui vise à promouvoir la jeune création avec deux objectifs. Le premier, c'est de faire venir des compagnies qui ne jouent pas à Toulouse. Des gens cette année comme le Raoul Collectif, comme Baptiste Amann qu'on a accueilli l'année dernière, comme Lorraine de Sagazan, des spectacles qui ont tourné beaucoup en France, mais qui n'ont jamais été vus à Toulouse. Donc plutôt des gens qui sortent des écoles. Ça, c'est le premier objectif, c'est la programmation qu'on a en début de soirée à 8h30 au Sorano. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de promouvoir les créations régionales. Donc plutôt sous forme de maquette, où là, on est sur une première partie de soirée à 18h30, dans des lieux partenaires, comme vous le disiez tout à l'heure. Sur des compagnies de Toulouse et plus largement d'Occitanie, puisqu'on est sur la grande région maintenant, et pour montrer le travail en cours, pour leur donner une visibilité. Et l'intérêt de travailler avec des lieux partenaires, c'est de pouvoir promouvoir à deux, avec une deuxième structure, ce travail-là. Qu'est-ce qu'on entend par jeune création ? Alors, jeune création, c'est un peu ce qu'on se disait avec Sébastien cette année, c'est un peu un abus de langage. Sébastien Bournac, le directeur du Théâtre Sorano. C'est que cette année, c'est pas forcément des jeunes gens au sens de l'âge, mais en tout cas, c'est des compagnies qui sont sur des premières créations, des premiers spectacles, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de visibilité jusqu'à présent. Voilà. Cette scène nouvelle, on la voit où ? On pense tout de suite à Avignon, en se disant c'est peut-être là qu'elle se montre le plus, parce que c'est vrai qu'elle a peu l'occasion de se montrer. On parlera un peu des programmations actuellement à voir au TNT ou dans des lieux un peu institutionnels. C'est vrai qu'actuellement on est plus sur les grands textes classiques du théâtre que des textes nouveaux mettant en scène des nouvelles compagnies. Après, ces nouvelles compagnies ne travaillent pas forcément sur de l'écriture contemporaine. Ça peut être aussi des textes classiques qui sont revisités. La jeune création, elle est vue à Avignon, oui,
un peu, en tout cas à Toulouse, quand Sébastien a porté ce projet au Sorano, lui, il estimait que cet endroit n'existait pas, que sur des lieux comme le Garonne, comme le TNT, des grands lieux, les jeunes compagnies n'avaient pas forcément leur place. Et donc, c'était vraiment important. Voilà, on avait envie de développer cet axe-là, quoi, de creuser ce sillon-là. Parce qu'à Toulouse aussi, il y a aujourd'hui le Conservatoire d'art dramatique qui a quand même repris une grande place. Et on n'avait pas envie que tous ces comédiens, ces futurs metteurs en scène partent forcément à Paris pour faire des travaux. On a besoin aussi à Toulouse d'avoir un vivier de création. Et le Sorano se positionne vraiment à cet endroit-là, en collaboration avec le Théâtre Jules Julien, avec d'autres lieux partenaires. Est-ce qu'il y a un fil conducteur sur la programmation de cette année ? Pas forcément. Justement, c'est ce qu'on évoquait peut-être sur une prochaine édition, de trouver effectivement une ligne. Mais cette année, l'idée, c'était vraiment d'offrir un panorama en fait au public, un panorama de la jeune création, de ce qui se fait. Donc, on a fait venir les Belges du Raoul Collectif, Lorraine de Sagazan avec Démon, qui sont des gens qu'on a vus au Festival d'Avignon et qui étaient jamais venus à Toulouse. Donc, c'était plus ça, vraiment avoir un panel assez large de ce qui se fait dans la jeune création aujourd'hui, avec bien sûr la dose de subjectivité que ça implique et que Sébastien Bournac revendique totalement dans son choix. Donc Supernova a commencé déjà en début de semaine avec un spectacle d'une compagnie belge absolument incroyable. Le spectacle, c'était Rumeur et Petit Jour, une espèce sur le plateau 5 acteurs et donc jouant des gens faisant de la radio qu'on peut sans doute estimer associative, peut-être pas très loin, dans une espèce d'émission de France Culture du pauvre. Et c'est vrai que ça dézingue dans tous les sens. Est-ce que ça, c'est des choses que l'on retrouve dans l'écriture de cette nouvelle scène? Là, ça dézingue dans tous les sens. Autant sur le libéralisme que sur la façon de faire de la radio, que sur les relations humaines. Enfin, ça part partout. Et ça explose partout. Ce qu'on observe, en tout cas, sur des différentes propositions qui arrivent de compagnies émergentes, plutôt que de jeunes compagnies, on va dire plutôt compagnies émergentes, c'est plus juste, c'est qu'effectivement, il y a une prise de position, c'est un théâtre qui est très politique, voilà, quel qu'il soit, enfin c'est pas forcément un théâtre à message, mais en tout cas un théâtre politique, que ce soit les Belges du Raoul Collectif, que ce soit là, on a commencé les représentations de Démon qui se jouent au Quai des Savoies, où on est aussi dans un théâtre très engagé, très physique, très radical, c'est des propositions qui sont assez radicales, qui sont très incarnées dans le corps, et voilà, qui n'ont pas peur d'aller chercher le spectateur, et d'aller le chercher au sens premier du terme, d'ailleurs, pas simplement dans sa réflexion, d'aller le chercher physiquement. Puisque par exemple, pour la compagnie Raoul Collectif et dans ce spectacle que l'on a pu voir en début de semaine au Sorano, Rumeur et Petit Jour, le public était même interpellé, était invité à poser des questions aux journalistes qui étaient présents sur le plateau. Absolument, et c'est le cas aussi pour Démon où le public est pris à partie. C'est aussi une tendance très actuelle. Voilà, ça se fait beaucoup au théâtre en ce moment, mais avec un vrai sens derrière et des choses. Voilà, il se passe des choses. Cette question du quatrième mur qu'on se pose souvent au théâtre, de faire tomber le quatrième mur entre le plateau et le public, toutes ces compagnies, elles travaillent à ça. Voilà, comment on peut être avec le plus possible avec le public et comment le public fait partie de la représentation. Et le théâtre actuellement, comme dans pas mal d'activités artistiques, je pense également à la musique ou à la photo ou des choses comme ça, travaille beaucoup en collectif et on a l'impression que quand on dit compagnie, c'est vraiment des compagnies, c'est-à-dire des gens qui partent sur un bail ensemble pour travailler sur des projets très précis. Mais vous parliez de Raoul Collectif, par exemple, ce sont des garçons qui ont fait leurs études ensemble et c'est un projet de fin d'école. Et c'est vrai que sur quasiment l'ensemble des propositions de Supernova, d'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies qui s'appellent Collectif maintenant, qui travaillent sur une écriture, une mise en scène, un regard extérieur tournant. Voilà, enfin, il y a plus, c'est vrai que la notion de metteur en scène est beaucoup plus floue. En tout cas, elle se décale un peu plus par rapport à ce qu'on pourrait imaginer classiquement de quelqu'un qui est dans la salle et qui donne des directions aux comédiens. Et là, on peut imaginer des collectifs qui reviennent régulièrement, par exemple au Sorano, en présentant à chaque fois des spectacles différents. Absolument. L'idée aussi, enfin, ça c'est plus largement, ça déborde Supernova. La programmation du Sorano, c'est aussi une programmation qui a envie de creuser des fidélités avec des compagnies. C'est le cas, par exemple, je pense à Baptiste Amann, qu'on a accueilli dans le cadre de Supernova l'année dernière, qui est un jeune auteur, metteur en scène, qui travaille sur une trilogie qui s'appelle Des territoires, autour de la notion de la banlieue, et avec des références à des épisodes historiques. On l'a accueilli sur Supernova sur le premier volet. On le réaccueillera là au mois de décembre sur le deuxième volet. Raoul Collectif, très probablement, c'est des gens qu'on accueillera à nouveau au Sorano.
Nous, ça nous importe vraiment d'avoir ces fidélités-là. Pareil pour la compagnie qui avait monté l'Odyssée l'année dernière et qui revient avec l'Iliade. Exactement. Pauline Bail, absolument, qui revient avec le deuxième volet avec Odyssée au Sorano, tout à fait. Parlons un peu de la programmation de cette année. Quels sont à peu près les points forts des gens que vous nous proposez sur cette Supernova? Ouais. Alors, là, sur Démon, je ne vais pas trop vous vendre le projet parce qu'il est complet, donc ça servira à rien. Mais presque, vous pourriez nous donner des regrets. Oui, exactement. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il y a encore 3 spectacles et 3 présentations de maquettes. Le spectacle qui sera présenté lundi, mardi s'appelle Nos Serments, spectacle de Julie Duclos. Julie Duclos, c'est une jeune femme qui sort du Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, qui a monté un spectacle qui s'inspire très largement de La Maman et la Putain, du film de Jean Eustache dans les années 70, et qui est une variation aujourd'hui autour de cette utopie libertaire des années 70, autour d'un triangle amoureux, avec beaucoup de vidéos aussi dans le spectacle, et qui est une espèce de chose comme ça extrêmement délicate et extrêmement sensible sur le couple. Oui, sur la relation garçon-fille. Exactement. Et d'ailleurs, Julie Duclos, vous en parliez tout à l'heure, travaille effectivement sur une écriture collective de plateau à partir d'improvisation des comédiens. Donc ça sera le premier spectacle. Ensuite, on aura une deuxième compagnie qui s'appelle le Collectif Moebius. On parle encore de collectif, qui est une compagnie qui vient de Montpellier et qui travaille autour d'une espèce de fiction où on imaginerait qu'il existerait une agence qui vienne remplacer des membres de votre famille ou des amis, des gens qui viennent vous tenir compagnie. Comme ça, quelque chose, une espèce d'objet un peu futuriste avec toutes les déviances que ça peut générer. Ça sera présenté mercredi, jeudi. Et vendredi, samedi, on terminera la session de programmation avec le collectif Le Grand Cerf Bleu qui propose une variation. On parlait tout à l'heure des textes qui ne sont pas forcément que des textes d'auteurs contemporains, qui propose une variation autour d'un texte de Tchekhov, La Mouette en l'occurrence, et qui part d'un spectacle raté en fait. C'est une compagnie qui essaie de monter le texte de Tchekhov et qui n'y arrive pas, et c'est l'histoire de ce ratage de spectacle. Collectif Le Grand Cerf Bleu, c'est un collectif de jeunes gens biterrois, donc des compagnies régionales aussi qui nous tenaient beaucoup à cœur d'accueillir. Avec peut-être un rôle particulier pour l'enseignement. C'est vrai que depuis ces 10-15 dernières années, au niveau national, on s'aperçoit que beaucoup d'écoles artistiques ont commencé à se structurer, à se professionnaliser et à sortir des étudiants de plus en plus formés, de mieux en mieux formés. C'est une conséquence de cette politique d'enseignement, ces créations de collectifs qui naissent juste après la sortie des cours. Je crois pas tant que ce soit une conséquence de la politique d'enseignement que plutôt une maturation différente des élèves en fait, et des envies différentes, et une espèce d'audace en fait depuis quelques années qui leur donne des ailes en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple dans leur façon de faire, et peut-être justement dans cette absence de hiérarchie dans le groupe, donc l'absence où tout le monde peut participer, tout le monde peut avoir son regard, tout le monde peut être sur le plateau. Il y a quelque chose comme ça qui se crée, qui est un peu différent et qui, à mon avis, leur donne une espèce d'élan. Il y a quelque chose plus que l'enseignement. Je ne crois pas que l'enseignement ait fondamentalement changé dans l'art dramatique dans les 10 dernières années. Un mot sur le spectacle de demain. C'est vrai que Sébastien Bournac devait vous accompagner ce soir dans cette émission. Il est en pleine répétition. Il est en pleine répétition, et en plus on accueille juste en ce moment une lecture d'un jeune dramaturge qui s'appelle Samuel Pivot, puisque Supernova, il y a plein d'autres petites choses, des parenthèses autour des spectacles. Donc Sébastien, il présente un spectacle qui s'appelle L'éveil du printemps, qui est le fruit d'un atelier qu'il a dirigé avec les jeunes de l'atelier du TNT, qui est la classe de professionnalisation du Théâtre National de Toulouse, qu'il a présenté au mois de juillet. Et donc, lui, c'est pas un jeune metteur en scène, mais c'est une nouvelle création, c'est quelque chose qui est en émergence. Donc, il présentera ce spectacle demain à 18h30. L'éveil du printemps, c'est un texte de Frank Wedekind, qui date début du 19e siècle, autour de la jeunesse, des premiers émois, du regard aussi de la jeunesse que la jeunesse peut porter sur les adultes, l'incompréhension qu'il peut y avoir aussi à cet endroit-là. Voilà. De temps en temps, le Sorano propose de la musique. On se souvient que vous avez commencé l'année avec Manu Gallure et son départ sur un Tour de France. Il va très bien. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il continue à marcher. Il avance tranquillement. On va avoir droit là à Medea Mountains, un projet porté par Halima Hamel. Ça se passera le 24 et le 25 novembre prochain, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain. Medea Mountains, duo
duo récemment formé, le duo a pas un an. Sur sa formule actuelle, telle qu'on a pu le voir à Toulouse, il y avait Fabrice Dang à la guitare. Absolument, et donc, qui sera aussi sur le projet, bien sûr. Halima Hamel à la voix. Deux, trois mots sur ce projet, puisqu'apparemment c'est la confrontation de ce duo avec autre chose. C'est la confrontation de ce duo avec Aurélien Bory, le metteur en scène de la compagnie 111. Donc c'est vrai qu'on est très très excités par cette proposition. Nous on a rencontré Halima avec vous sur un club. Et comme beaucoup de gens, on a été extrêmement charmés. Et quand on a commencé à travailler sur cette programmation de maquettes, de jeunes créations, Aurélien nous a parlé à Sébastien de ce projet autour de Medea Mountains, avec cette chanteuse, avec son histoire, surtout qu'elle raconte, et qu'elle a croisé avec le mythe de Médée. Voilà, donc son histoire personnelle, sa maman qui a abandonné ses 5 filles une à une, et le mythe de Médée. Voilà, et donc Halima a mis ça en scène sous le regard d'Aurélien, donc ce regard de metteur en scène, de plasticien aussi. Voilà. Donc ce qu'on va voir là, c'est une première ébauche du spectacle ? Absolument, c'est une première ébauche du spectacle qui sera créée en 2018. Très bien, donc on va écouter tout de suite un extrait de la maquette d'Halima Hamel, que Halima était venue nous amener ici vers le mois d'avril ou le mois de mai, quand elle était venue nous parler de ce projet. Halima Hamel, Fabrice Dang, Medea Mountains. جعلهم الصاري أبكيهم بعد يبكي الروح يجي يروح يبقى وجيت نبدأ ببيع في النار قاوس النجاة ساد الدور يبكي في داري ونتسقيت دوت كيف النار خلت ويروح خريت ويتشي وش ندير وش ندير وش ندير وش ندير وش ندير وش Voilà, Medea Mountains, Halima Hamel à la voix, Fabrice Dang à la guitare. Donc on pourra voir dans le cadre de cette deuxième édition de Supernova. Ça se passera vendredi et samedi prochain, donc à la Nouvelle Digue. Karine Chaper, on va simplement rappeler que Campus est partenaire de ce festival. C'est quand même pas rien pour nous. Et que donc quasiment le festival s'achèvera. Ça se passera vendredi prochain avec une émission de radio qui sera menée de main de maître
par Greg Lamazère. Et ça sera l'occasion, dans le foyer du théâtre, de faire un peu le bilan de cette deuxième édition. Et vous-même, Joe Kango. Et j'y serai, mais pour une toute petite apparition. C'est quand même, c'est l'émission de Greg, là. Un moment qui va permettre aussi peut-être au public d'intervenir. Absolument. L'idée, c'est de faire, de trouver un moment convivial pour parler ensemble avec Greg, avec vous, avec des journalistes, mais avec le public aussi, surtout, de tous ces spectacles qu'on a vus. D'échanger des émotions, d'échanger des avis, ce qui nous aussi nous permet quand même de dresser une espèce de premier bilan, d'imaginer des choses pour l'an prochain, de voir les envies, les excitations par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, donc la deuxième édition de Supernova, ça a commencé cette semaine, ça se continue jusqu'au week-end prochain. Ça se passe au Sorano, vous l'aurez compris. Il y a plein d'autres lieux aussi qui sont impliqués dans cette programmation. Le Garonne, la Nouvelle Digue, le CDC, le CDCN maintenant. Le CDCN, oui, la place de la danse CDCN. Voilà, il faut rajouter le N à la fin. Enfin, dans plein d'endroits à Toulouse pour voir ces spectacles-là, du théâtre, des lectures, un peu de musique pendant 10 jours, Supernova. Et puis après, la programmation du Sorano se continuera avec notamment cette deuxième partie des territoires qui s'annonce assez formidable. 13, 14, 15 décembre, des territoires d'une prison l'autre, qui est une variation cette fois-ci autour de la commune. Voilà, avec l'an dernier, c'était un épisode un peu révolutionnaire, 1789. Exactement. Cette année, il sera plutôt question du mur des fédérés et des communards. Voilà, Supernova, allez-y. Il y a plein de choses gratuites en plus. Donc, toutes les premières parties de soirée sont gratuites. À 18h30, n'hésitez pas. Karine Chaper, merci d'être passée. Merci à vous. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Oui, Boris Georgelin, quand je verrai Greg Lamazère, je l'embrasserai en votre nom. On en parlera tout à l'heure dans la rubrique concert, mais Greg, à ce moment, on le voit partout. Il sera au Sorano donc vendredi prochain. Et ce soir, il joue au Rex de l'harmonica. Ce type a plusieurs instruments à son arc. Monsieur Lérac, bonsoir. Bonsoir. D'habitude, vous êtes ici pour nous parler de ce qu'on appelle régulièrement dans cette émission le jazz bizarre, style estampillé festival de Luz, d'un style éminemment lusien, sauf que ce soir vous venez de nous parler d'une guitariste chanteuse mexicaine dont vous êtes complètement amoureux fou. Oh, voilà, il faut exagérer un petit peu. Non, mais c'est quand même une longue histoire que vous avez avec Chavela Vargas. C'est vrai. Et alors c'est vrai que moi j'ai envie de casser ces images. L'autre jour, je suis allé voir un concert à la pause musicale de Nadine Rossello. Et puis des collègues, des copines comme ça qui me voient et me disent mais tu es là, mais tu aimes ça. Et je leur ai dit ouais, de temps en temps ça m'arrive d'aimer des choses qui sont assez consensuelles. Non mais c'est vrai que c'est un peu pour casser cette image aussi. Ah parce ouais, il m'arrive d'écouter des musiques normales aussi. Ouais. Alors c'est vrai que Chavela, moi je suis quand même un petit peu amoureux de cette depuis le jour où je l'ai vu à Toulouse. On en reparlera de ça. Et en fait, je voulais faire une chronique sur Chavela, puisque à l'occasion de la sortie d'un film justement sur Chavela qui est sorti mercredi dernier, ce film s'appelle tout simplement Chavela Vargas. Et donc et il sera donc à l'American Cosmograph. Donc vous regardez donc oui. L'ancienne Utopia Toulouse. Voilà. Donc maintenant, je crois que tous les gens se sont habitués maintenant. Peut-être. Et donc c'est tout simplement un documentaire de forme très classique qui raconte la vie de Chavela Vargas, ce qui pourrait être assez ennuyeux, mais en fait il se trouve que en fait comme la vie de Chavela Vargas n'est pas du tout ennuyeux, c'est quelque chose d'assez incroyable, et surtout ce personnage complètement fascinant, quoi. Donc j'avais vraiment très envie de voir ce qu'il y avait derrière ce chant, quel était ce personnage. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, le film est très intéressant. Alors on peut parler un petit peu de Chavela parce que peut-être certains ne connaissent pas. Alors c'est vrai qu'en France elle est pas très connue. Oui. Et dans nos contrées, elle s'est peu montrée.
Elle se peut montrer, elle a très peu joué en France, mais c'est vrai qu'au Mexique, c'est plus qu'une vedette, c'est une icône. Je voudrais pas faire une comparaison avec Kalsoum en Égypte, j'oserais pas quand même, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, un peu quelque chose d'un personnage complètement incontournable dans les mémoires. Donc bon, c'est vrai, d'abord c'est ses chansons, parlons de ses chansons, c'est quand même important. Ses chansons... Qu'elle compose, qu'elle écrit. Alors c'est vrai que ce sont souvent des chansons d'amour, des chansons engagées, mais beaucoup de chansons d'amour, et je dirais presque des cris d'amour, parce que il y a toujours une orage, il y a toujours une espèce de... Comme ça, c'est toujours assez déchiré, et supporté par une voix grave comme ça, et c'est des chansons qu'elle porte vraiment avec je sais pas, une force. C'est vrai, ça fait penser à Brel, comme ça, quand vous la voix chanter, il y a une espèce elle se met complètement... Et de débauche physique, enfin, pour ceux qui l'ont vu à Toulouse, à Rio Loco, il y a une petite dizaine d'années, on en parlait cet après-midi ensemble au téléphone, enfin, on a été estomaqués par ce concert, par ce petit bout de femme qui physiquement est sur scène et vraiment englobe toute la scène. Donc, oui, Boris. Boris, il aime pas trop, on parle de trucs. Je m'en souviens. Tu t'en souviens? Bon. Oui, parce que tout à l'heure, je posais la question à Boris, il ne connaissait pas Xavier Lavargue, mais en fait, tout d'un coup, il se souvient. Donc, il l'a vu. Donc voilà, donc c'est ces chansons, mais c'est aussi ce personnage, parce que c'est vrai qu'il y a tout un symbole, une image autour de c'est vrai qu'on la voit souvent, le poncho, il est habillé souvent en homme fumant le cigare. C'est vrai il y a l'histoire de son homosexualité qu'elle a revendiqué que tard dans sa carrière, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu tabou, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça aussi que c'est un peu une... Et puis au Mexique, ça reste l'homosexualité reste complètement... Voilà, alors c'est vrai qu'après, justement, c'est pour ça aussi que c'est un personnage important, c'est qu'après, elle a vraiment mis en avant ce côté-là. Il y a beaucoup de chansons sur les femmes, évidemment. Voilà, donc et donc moi, ce film, évidemment, il y a toute cette histoire. Moi, je suis sorti, Boris, il pleurait tout à l'heure à la sortie en lisant ce livre. J'avoue que j'espérais ne pas croiser des gens à la sortie de cinéma, parce que vous savez, quand même, on a toujours une espèce de pudeur. Ouais, vous êtes finalement un tendre, Jean-Pierre Lérac. Voilà, donc alors c'est vrai que son parcours pourtant a été un peu chaotique. Elle a commencé, c'est vrai, sa carrière de façon très fulgurante. Puis après, évidemment, elle a commencé à boire beaucoup de tequila. Puis après, elle a eu un gros trou dans sa carrière. Je crois que pendant 20 ans, tout le monde croyait qu'elle était morte, en fait, et personne n'en entendait parler. Donc tout d'un coup, elle a réapparu. Et en fait, je crois que c'est surtout grâce aux Espagnols, en fait, qui sont allés la chercher, l'ont amenée à Madrid et qui ont ressuscité, en fait, Xavier Lavargue. Et parmi ces Espagnols, il y en a évidemment qui est célèbre, c'est Pedro Almodóvar, c'était vraiment un ami à Xavier Lavargue, qui l'a fait jouer à Madrid, il l'a fait jouer à l'Olympia. Et évidemment, et Pedro Almodóvar a évidemment permis aussi de faire connaître Xavier au monde entier, puisqu'elle est présente sur tous ses films. On l'entend, elle était présente en tant que personnage, mais aussi ses chansons. Dans les bandes de son de ses films, oui. Dans les bandes de son de ses films. Alors c'est vrai que beaucoup de gens finalement ne connaissent pas Xavier Lavargue, mais connaissent ses chansons. Et donc on peut citer quand même, par exemple, dans le film Talon Aiguille, dont vous vous rappelez, en 91, donc la chanson Piensa en mí, qui a vraiment, voilà. Donc ça, c'était quand même une chanson de Xavier Lavargue. C'était chanté par Luz Casal, mais c'était aussi magnifique. Et donc voilà. Et donc, comme vous le disiez, c'est vrai que aussi, moi, le choc, ça a été en 2004. Rio Loco a eu la bonne idée d'inviter Chavela, et c'était un coup de force quand même, parce que c'est vrai qu'elle venait très peu, elle était pas venue depuis très longtemps en France. Et donc là, ça a été quand même, bon, là, vous y étiez là. Ouais. Est-ce que vous y étiez, Boris, finalement? Non, je plaisante, j'avais 14 D'accord. ans. Il avait 14 ans, donc vrai, effectivement, il n'avait pas encore la permission de minuit. Ça a été un moment de grâce, et c'est vrai que c'était un moment absolument incroyable. Et c'était un privilège pouvoir vivre cet instant-là. Et voilà. Et merci Rio Loco. Ils ont réessayé après, mais après, il y a eu quelques petits problèmes dans la deuxième édition mexicaine. Elle était prévue pour la deuxième édition mexicaine, mais il y avait cette histoire de jeune fille incarcérée au Mexique qui a débouché sur un incident diplomatique entre la France et le Mexique. Et souvenez-vous, cette année-là, l'année du Mexique en France n'a pas eu lieu à Rio Loco.
Par contre, ça nous a permis de voir Getachew, de voir George Clinton et tout ça. Et c'était quand même... c'était pas mal aussi. C'était pas mal aussi. Donc, voilà. Mais on n'avait pas vu une deuxième fois. Mais je pense qu'ils avaient l'intention de refaire venir Chavela Vargas, qui là, quand même, était pour le coup, était assez âgé. Donc voilà. Et donc, en fait, elle est morte en 2012. Donc voilà. Donc évidemment, nous, on aurait pu le privilège, comme Jo Kangourou et moi, de la revue sur scène. Donc je recommande vivement d'aller voir ce film et de réécouter les chansons de Chavela. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et je vous propose justement qu'on écoute un morceau de Chavela Vargas. Et là, pour le coup, un vieux morceau qui date du début des années 60. Voilà, ça s'appelle Paloma Negra, à ne pas confondre avec Barbara. Ouais. Mais et là, on retrouve justement dans ce morceau, c'est pour ça que je choisis ce morceau, on retrouve cette hargne comme ça au milieu du morceau. Tout d'un coup, on sent que ça monte, il y a une espèce d'intensité. C'est magnifique. Chavela Vargas, donc, qui fait l'objet d'un documentaire que l'on peut actuellement voir. Vous me rappelez le nom du cinéma parce que moi, je ne l'ai pas encore en mémoire. American Cosmograph. Donc, documentaire à voir là-bas. Et puis, Chavela Vargas, il suffit de prendre n'importe quel CD qui lui est consacré pour pouvoir écouter sa voix assez magnifique. On en écoute tout de suite un morceau. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Voilà, Chavela Vargas qui fait actuellement l'objet d'un documentaire donc, que l'on peut voir sur American Cosmograph à Toulouse. Documentaire largement recommandé par Jean-Pierre Lérac. Et puis, précipitez-vous sur Deezer, allez voir la discographie de Chavela Vargas. Il y a quand même des petites pépites. Allez, on va continuer avec la dernière séquence de cette émission, les concerts du soir. Comme d'habitude, il y en a quelques-uns. Bon, on va pas dire que Ayam passe au Zénith, parce que je pense que mais quand même Ayam passe au Zénith. Mais il y a plein d'autres choses à part Ayam à voir ce soir. Par exemple, à la salle du Cap, qui fête actuellement ses 20 ans. Salle du Cap, c'est la salle de concert du campus Paul Sabatier. Donc fête ses 20 ans pendant toute la semaine. Et ce soir, on aura droit à un concert réunissant Smokey Joe and the Kid, Big Red et DJ Vadim. Également sur scène KKC Orchestra à partir de 20h. Programmation qui montre un peu le côté éclectique de la programmation habituelle de cette salle du Cap, donc qui fête ses 20 ans. Bon anniversaire, un lieu quand même assez important sur la scène toulousaine. Jazz à l'impro ce soir avec le quartet de Benjamin No. Je pense que nous irons y jeter une oreille attentive dans une petite heure, début du concert à 20h30. N'oubliez pas non plus que le festival Origine Contrôlée dont on parlait ici dans Caramel Mou la semaine dernière avec Salah Amokran, festival Origine Contrôlée, a débuté il y a 2 jours et va se poursuivre pendant tout le week-end sous chapiteau, quartier des Isards, sortie métro 3 Cocu. Avec ce soir, il y aura La Rumeur, il y aura JP Manova, il y aura Monsieur Nino et puis également DJ Mescla, dont Rap à gogo ce soir du côté des Isards à partir de 21h. Pour les amateurs de blues, ne pas rater le Eric Lavalette Band, un blues band toulousain dans lequel justement officie Greg Lamazer, que je n'oublierai pas d'embrasser lorsque je le verrai, Monsieur Georgelin. Donc ça se passe au Rex à partir de 21h. Chansons et humour ce soir au Bijou avec The Band from New York, une revisite d'un certain nombre de chansons américaines avec un côté un peu décalé assez réjouissant. Performance et poésie ce soir à la CAFPO. C'était ça pendant toute la semaine, ça se termine demain soir. Il y aura Serge Paye à maître de cérémonie, donc ça c'est à la CAFPO à partir de 20h30. Kamkalo fusion Zigane au Bohème à partir de 21h. Agatha Darada et Me and Me au Taquin ce soir à partir de 21h. Ça c'est plutôt une soirée folk blues. Et puis ce soir, le retour de notre cubaine favorite ici à Toulouse, la Ritana Tropicale, musique afro-cubaine et jazz. La Ritana Tropicale, la formation amenée donc par Irina Gonzalez, ce soir à 21h à la Candela et tout de suite dans Caramel Mou.
arrebatar mis pensamientos. Y yo le canto con sentimiento que ponga calma en mi corazón. Viene con truenos y centellas, viene repartiendo ideas en mi cabeza. Y yo no paro de darle vueltas a esta confusión. Tengo una pasión que hace mi cuerpo vibrar, una confrontación con mi alma, una inquietud que no se va, una melodía que me atrapa. Oh, voilà, la Ritana Tropicale ce soir à la Candela à partir de 21h. C'est là-dessus que Caramel Mou va s'achever. Dans 2 secondes, vous retrouvez WeFunk pour un B-side de Derrière les fagots. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, couvrez-vous bien, les filles. Bye. Caramel! Caramel Mou. Caramel Mou. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters, I want to know what happened to the soul power.